Je pense que vous le savez peut-être pas, mais pendant presque 20 ans, j'ai travaillé dans la sécurité publique. Ce sont des sujets que je connais. Je peux prétendre savoir un peu de quoi je parle. J'ai appris à en connaître les ressorts, les effets concrets sur la vie des gens. Et je vous avouerai que ma plus grosse hantise en tant que maire, c'est, et certains de mes collègues l'ont vécu, c'est d'aller frapper à une porte et de devoir annoncer à des gens que l'irréparable s'est produit et que leur vie ne sera plus jamais pareille. C'est un peu de ça dont on parle quand on est maire dans une ville. Alors en tant que maire, quand je suis arrivé en juillet 2020, j'ai tout de suite investi ce sujet. Et depuis ça, 5 ans, avec toutes les institutions que vous voyez ici avec moi ce soir, nous avons toutes et tous pris à bras-le-corps ce sujet. Nous avons mis en place de nombreux moyens, de nombreuses actions. Certaines fonctionnent, d'autres butent face à des réalités sûrement plus difficiles. Ce que vous devez bien prendre en compte, c'est qu'à Saint-Brieuc, nous travaillons tous ensemble. Nous sommes engagés par le même sentiment de responsabilité. Et je dis ça parce que parfois dans les médias, on peut avoir ce sentiment que le maire est opposé ou s'oppose à l'État. Pas ici. Moi j'ai cette conception politique que la sécurité c'est une affaire de coproduction, à même hauteur de responsabilité avec l'ensemble des acteurs qui sont ici. C'est de tous ces sujets dont nous allons parler tout à l'heure, ce soir déjà avec la conférencier, et puis au travers de nos différentes tables. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Ce n'est pas un discours politique. Nous sommes là pour dire une réalité, telle que nous l'apercevons en tant que professionnels, mais telle qu'avec M. Rocher, conférencier, la réalité scientifique aussi la propose. Ce que nous voulons, c'est peut-être sortir de ce discours émotionnel et rentrer un peu dans la réalité et l'intelligence de la construction de la sécurité. En tout cas, c'est comme ça que nous travaillons ici depuis 5 ans. Alors la sécurité sur un territoire, ça s'organise autour de plusieurs acteurs incontournables. La préfecture et la police nationale, la justice autour du procureur, le maire avec ses pouvoirs particuliers et la police municipale. Mais ce que nous allons voir aussi pendant ces 3 jours, c'est qu'il y a bien d'autres acteurs à associer. Si nous voulons agir non seulement sur la sécurité, le sentiment de sécurité, d'insécurité, mais aussi sur les causes et les conséquences de la survenance des délits et des infractions. Je voudrais ce soir mettre sur la table un premier postulat essentiel. Notre défi, c'est de faire une ville pour tous. Nous n'avons pas le choix. Nous avons un destin commun quand nous habitons dans une aire urbaine, quelle que soit sa taille. Notre défi, c'est de faire cohabiter ensemble riches, pauvres, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, des étrangers, des locaux, et cela, quelle que soit leur situation sociale, culturelle, quelle que soit leur santé, quelles que soient leurs idées. Tout ça doit se faire dans le cadre de la loi, bien sûr, mais aussi de façon la plus sécure possible dans l'espace public. Je pense que vous comprenez bien. C'est un immense défi. Mais vous comprenez aussi que ce défi est toujours plus difficile quand il est traversé par les tensions de notre société. Et notre société est parcourue par des tensions de violence. C'est un fait, et de violence qui semble s'être accélérée depuis notamment le Covid. Nous allons aborder 3 thèmes principaux pendant ces 3 jours. Ce soir, ce sera le thème majeur de la sécurité et du partage au quotidien de l'espace public. Nous pourrons travailler sur les outils, on parlera de l'éclairage, des caméras de vidéoprotection, on parlera de la police, des médiateurs de rue. Demain, la protection et l'accompagnement de la jeunesse, les soirées alcoolisées, la santé mentale de notre jeunesse. Forcément, je m'arrête 30 secondes sur le drame qui s'est passé au collège de Nogent. Mais si vous faites un an en arrière, 3 drames de ce type ont eu lieu. 3. Le premier, il indiquait qu'il entendait des voix. Le deuxième était obsédé par Hitler et le nazisme. Le troisième, l'enquête nous en dira plus, mais ce que l'on sait, c'est qu'il était lui-même en difficulté. La santé mentale pour notre jeunesse, c'est vraiment un sujet que nous allons devoir poser. On ne peut pas passer à côté.
J'en ai pas encore les clés et les solutions. Mais c'est notre responsabilité à nous adultes, en tout cas, de mettre en œuvre une société à Saint-Brieuc qui aide et qui soutient des jeunes qui se mettent en danger et qui finissent parfois, très rarement, mais parfois, à provoquer l'irréparable. Samedi, nous aborderons le trafic de stupéfiants de l'échelle planétaire à Saint-Brieuc, avec Jean Durin, qui est un sénateur qui a travaillé sur le projet de loi qui a été voté depuis d'ailleurs, projet de loi sur lequel nous avons nous-mêmes aussi travaillé. Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des interventions dans des collèges et dans des lycées sur les deux roues, la circulation à trottinette, la mise en danger avec ces deux roues motorisées. Demain, dans les lycées, dans les quartiers de la ville, vous aurez une GUP, gestion urbaine de proximité, qui vous sera proposée, un diagnostic en marchant. Ce sont des nouveaux outils qu'on a mis en place dans l'espace public qui permettent de mieux comprendre son fonctionnement et d'adapter les règles de sécurité ou d'aménagement. Enfin, samedi matin, à l'IND, vous pourrez voir toutes les forces de la police, gendarmerie, protection civile, pompiers. Elles seront présentes pour vous montrer leur métier et leurs équipements. Au champ, en même temps, nous organiserons un événement bruyant. C'est nouveau, c'est une interpellation publique par la compagnie Psychomélie sur la place des femmes dans l'espace public. Alors pour terminer, parce que je ne suis pas là pour faire un discours politique, mais pour introduire, et j'ai bien fait dans 5 minutes. Pour terminer, ce sujet, on le comprend, il est hautement complexe. Il a de multiples dimensions, de multiples articulations. Et nous sommes bien conscients que vous ne voyez pas tout, que vous ne savez pas tout, même si vous le pensez, que les réseaux sociaux ont hélas remplacé l'émotion à la raison, et que c'est un sujet sur lequel chacune et chacun peut s'enfermer vite dans son point de vue. Nous ne serons pas là pour vous imposer un point de vue, nous serons là pour vous permettre de construire votre regard sur le sujet de la sécurité, de confronter ce que nous avons fait, ce que nous faisons depuis 5 ans avec tous les partenaires. Confronter, ça peut être amélioré, ça peut être critiqué, on peut avancer sur ces choses-là, et nous, on préfère le faire avec vous. C'est un peu cette intelligence qu'on va essayer d'amener ce soir, tous ensemble. Je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Monsieur le procureur, Monsieur Julien Waldefeuille. Monsieur le maire, Madame la directrice du cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police nationale, Mesdames, Messieurs, je voulais tout d'abord vous remercier, Monsieur le maire, de cette invitation. En tant que procureur de la République, j'ai pris les fonctions il y a seulement 4 mois, donc je vois la première fois ou presque la plupart d'entre vous ne me connaissent pas, donc c'est l'occasion pour moi de me présenter. Et je vous remercie surtout parce que c'est assez rare que la justice puisse un peu présenter, si ce n'est son action, au moins son fonctionnement dans le cadre de la vie publique. Dans un pays où on connaît mal la justice, on la connaît à travers les faits divers, on la connaît à travers ce qu'on voit dans les journaux télévisés, à travers, vous le disiez à l'instant, Monsieur le maire, les réseaux sociaux. D'abord, on peut dire que la justice, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que les faits divers, ce n'est pas que la délinquance. D'abord, la plus grosse activité de la justice, c'est l'activité civile, c'est trancher des conflits qui peuvent opposer des personnes sur des choses qui touchent à la propriété, qui touchent aux affaires familiales. Le plus gros contentieux de notre tribunal judiciaire, ce sont les affaires familiales. Et puis, il y a évidemment cette partie pouvoir, qui est celle notamment qui est liée au procureur de la République, qui est la direction de la police judiciaire. Et dans ce contexte, le procureur dirige la police, dirige la gendarmerie nationale pour constater les infractions, chercher les auteurs et y apporter une réponse pénale. C'est ça la justice, avec un objectif qui est de nous permettre collectivement de mieux vivre ensemble, en tranchant les litiges par le droit plutôt que par d'autres moyens, et puis en venant sanctionner les infractions qui peuvent être commises de manière à assurer le respect des règles. Et même si ce n'est pas toujours bien vu aujourd'hui de dire ça, les règles sont nécessaires pour qu'on puisse vivre tous ensemble, et malheureusement, s'il n'y a pas de sanction, un certain nombre de nos concitoyens ne les respectent pas, ces règles. Donc ça, c'est notre travail. Je voulais vous remercier aussi, Monsieur le maire, d'avoir organisé ces journées et saluer la démarche que vous avez initiée avec des journées assez inédites, à la fois par leur durée, ces 3 journées consécutives sur la thématique de la sécurité, sur les thématiques qui sont abordées, vous les avez citées et elles sont avec la quête de présentation, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a évidemment la préservation de l'espace public,
il y a les thématiques liées aux addictions, aux troubles mentaux, il y a les stupéfiants, il y a toutes ces choses qui, évidemment, nourrissent les discussions, les interrogations de nos concitoyens. Et puis, il y a cette démarche, à la fois de rencontres directes dans les salles, de rencontres dans les quartiers que vous organisez, puisque j'ai vu un certain nombre d'interventions dans les quartiers à la rencontre des habitants, et puis des conférences, des débats, des séquences de questions-réponses aussi, pour que nous, institutions, autorités, on puisse venir répondre aux interrogations que vous pouvez légitimement nourrir sur un certain nombre de sujets de sécurité. Alors, comme j'ai 5 minutes, je vais réserver un certain nombre de choses pour les questions-réponses. Je voudrais juste vous livrer 3 convictions profondes. La première, c'est l'importance pour nous de ces remontées de terrain et de ces rencontres qui peuvent avoir lieu avec les acteurs professionnels de terrain et avec les citoyens. Moi, je me rends aussi souvent que possible dans les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui sont organisés par les villes, par les agglomérations. J'étais hier à l'Orla-Nord, j'étais présent avec monsieur le maire. L'idée étant de pouvoir voir les acteurs de terrain et d'avoir une connaissance plus fine de ce qui se passe sur les différents territoires d'un ressort comme celui du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Avoir une meilleure connaissance des phénomènes qui émergent, des phénomènes qui peuvent s'aggraver, de l'évolution de la société, de ce que vivent les gens et les acteurs de terrain, que ce soit les commerçants, les associations, les institutions. Et puis avoir aussi une connaissance plus fine de certains individus qui peuvent parfois, je vais le dire comme ça, pourrir le quotidien de nos concitoyens dans certains quartiers, dans certains espaces publics. Ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir ces remontées du terrain par les habitants et par les professionnels qui travaillent sur le terrain. La deuxième conviction, c'est l'importance du rôle du maire dans tout ça. Et vous l'avez dit, monsieur le maire, on ne peut pas travailler en opposition, mais on travaille main dans la main, chacun avec ses prérogatives, évidemment, et pour l'autorité judiciaire, avec le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, mais on ne peut que travailler ensemble. Moi, je vais lancer dans quelques semaines un vaste plan de justice de proximité et de renforcement des liens avec les élus qui passera par un certain nombre de choses, des choses qui concernent très directement les maires et que je ne vais pas développer aujourd'hui, la diffusion de l'aide d'information pour les élus, pour les informer sur l'action de la justice dans le département et dans le ressort, mais aussi des moments d'échange au tribunal, avec des immersions au tribunal sur une explication du fonctionnement de notre justice et de la justice à Saint-Brieuc. Et puis aussi des signatures de conventions. À Saint-Brieuc, elle a été signée, et il faut encore qu'on développe sa mise en œuvre sur les pouvoirs de police judiciaire des maires, puisque bien évidemment le maire a des pouvoirs évidemment de police administrative, c'est assez connu, mais aussi des pouvoirs judiciaires. Et il peut notamment mettre en œuvre un certain nombre de choses qui s'appellent le rappel à l'ordre. Il y a le Conseil des droits et devoirs des familles pour les mineurs qui dérapent mais qui n'ont pas encore commis d'infraction, et là on est dans la prévention. Et puis la transaction municipale sont 3 des pouvoirs qui sont offerts aux maires pour répondre aux incivilités et à tout ce qui, en réalité, gêne nos concitoyens et vous gêne dans le quotidien parfois. En essayant de s'appuyer sur le rôle du maire et sur son rôle aussi, sa place très particulière au sein des institutions, puisque le maire est au cœur, en réalité, du travail des bailleurs sociaux, des travailleurs sociaux, des éducateurs, de la médiation, et évidemment un travail fort avec la préfecture, la justice, la police municipale, l'éducation nationale, et je ne voudrais pas en oublier l'hôpital, mais en réalité, le maire peut faire l'interface avec un grand nombre d'institutions et de partenaires associatifs ou institutionnels. Parce que dans un département, quand on arrive comme procureur, comme ça a été mon cas en février, on doit fixer des priorités de politique pénale. Dire, moi je veux me concentrer et prioriser l'action des services de police et de gendarmerie autour d'axes. Ici c'est très clair, la lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre les violences et notamment les violences intrafamiliales, et puis la protection de l'espace public à travers notamment la lutte contre la délinquance routière pour faire baisser la mortalité. Et Saint-Brieuc a encore vécu dramatiquement des accidents récemment, donc ça montre bien la priorité. Ça, c'est une priorité qu'on va fixer pour tout le département et qu'on va devoir affiner aussi en fonction des réalités des territoires, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité d'avoir ces remontées. Et puis, au-delà de ces priorités, eh bien, on va avoir des points de fixation, soit des points de vigilance. Avec monsieur le préfet, représenté aujourd'hui par la directrice de cabinet, on met beaucoup en avant
la nécessité de sécuriser la voie publique et l'espace public. Ça passe par l'organisation de patrouilles. Monsieur le directeur départemental vous présentera évidemment l'action des services de police, la recherche de stupéfiants dans les rues, le harcèlement de point de deal, les recherches d'armes, puisque moi c'est une de mes obsessions, de faire en sorte qu'il y ait moins d'armes qui circulent dans les rues pour éviter justement des coups de couteau, pour éviter que certaines personnes puissent être blessées, voire tuées sur l'espace public, et pour que les gens puissent avoir la certitude qu'ils peuvent circuler sur la voie publique sans crainte pour leur sécurité ou pour leur bien. Je dois le dire, on a quand même peu d'agressions sur la voie publique aujourd'hui. Il y a des choses positives sur cette ville de Saint-Brieuc et il faut le dire. Évidemment, cet espace public, on le partage. Et pour le coup, dans le département Égodat, dans les Saint-Brieuc et Chapa, on a des problématiques qui sont liées aux addictions, qui sont liées aux troubles mentaux, sur lesquels on a une action à mener, justice et avec les autres. Ce qui m'amène à la troisième conviction, et je conclurai avec ça, c'est que, évidemment, la justice ne peut pas répondre à tout toute seule, et que c'est évidemment un travail commun qu'on doit mener. C'est la démarche que vous avez présentée, monsieur le maire. C'est ce travail qu'on mène au quotidien en termes de prévention de la récidive, notamment, pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui soient mis en place pour éviter que des gens qui ont pu commettre des infractions en reconnaissent, et je crois que ça fait partie des questions qui pourraient être posées tout à l'heure, donc je me réserve là-dessus. Donc, en tous les cas, merci encore, monsieur le maire. J'espère que ces 3 jours seront pour de succès et rencontreront une grande fréquentation. Et je vais rester pour les questions-réponses tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur le maire, monsieur le procureur de la République, monsieur de la police nationale, mesdames et messieurs les élus, que je vois nombreux, et mesdames et messieurs. Donc je remercie évidemment monsieur le maire pour son invitation. Et je salue moi aussi l'initiative et je prie d'excuser M. le Préfet qui a été convoqué à Paris pour que le ministère intérieur autorise au préfet, il n'a pas fondé, sur un sujet qui occupe aussi l'État, qui est le sujet de l'entrisme. Mais il avait prévu de venir là aujourd'hui, mais il sera là pour la conclusion de ces journées. Donc les sujets de sécurité sont bien entendu au cœur des préoccupations des citoyens, des élus et évidemment de toutes les installations publiques. Il est important que chacun puisse se saisir de ce sujet en toute connaissance des enjeux et des moyens. Et bien entendu, proposer aux habitants ce temps d'échange peut permettre de répondre peut-être à certaines incompréhensions, sachant que nous, on est au cœur de ces sujets. Certains peuvent avoir peut-être que les médias pour en parler, pour savoir ce qui se passe. Donc c'est bien aussi des fois de restaurer un petit peu la réalité de nos vécus. Les inquiétudes liées au développement de la criminalité, de la violence, sont parmi les principales préoccupations des Français, et ça se manifeste évidemment dans tous les secteurs du territoire, en zone urbaine, mais aussi rurale, dans les centres-villes et en périphérie. Donc on a déjà parlé de narcotrafiquants par exemple, narcotrafic, mais ne concerne pas vraiment les grandes villes, pas toujours les grandes villes, mais ça s'immisce progressivement dans les territoires ruraux, on le constate, et notamment dans les villes moyennes. L'État et les forces de sécurité sont bien entendu mobilisés tous les jours pour protéger nos concitoyens, pas seulement face au crime organisé, mais aussi face à cette fameuse délinquance du quotidien. Ça peut être aussi dans les violences intrafamiliales, les cambriolages, l'insécurité routière et encore toutes les incivilités que l'on peut vivre au quotidien dans une ville. Et comme il a été dit déjà par le prédécesseur à ce micro, les services de l'État, bien entendu, n'agissent pas seuls. Pour répondre à l'ampleur de tous ces sujets de sécurité, les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux, mais aussi les médiateurs, ont un rôle à jouer en matière de tranquillité publique. On témoigne à l'application et la mise en œuvre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Je ne sais pas si on en a entendu parler. Il y a eu quelques articles dans les journaux. C'est depuis tout le début de l'année, c'est sur la commande du ministre de l'Intérieur pour régler justement le fameux sentiment d'insécurité, en tout cas de s'attaquer à des problèmes très locaux, voire infra à la rue même, au problème même, évidemment en plus de tout le reste, mais de faire un focus sur le quotidien du vécu de la population. Donc au-delà de l'action des forces de sécurité intérieure, bien entendu, les collectivités ont leur rôle à jouer. Les maires et les élus, vous êtes les meilleurs experts de votre territoire. Vous êtes les premiers, comme on dit, à porter le baf. Vous avez le retour de la population, et je trouve que ces 3 jours, c'est aussi ça, de se confronter un peu à vous, à votre avis, à votre sentiment, et peut-être que vous avez aussi de très bonnes idées pour
pour résoudre les problèmes sur lesquels on travaille au quotidien. Et c'est évidemment tout l'objet des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, dont on a parlé un peu rapidement tout à l'heure, et qui interviennent pour définir des actions en lien avec l'ensemble des acteurs des territoires, comme on l'a dit, on le dira je pense pendant 12 par jour, rien ne se fait tout seul. Sur le sujet lutte contre le trafic de stupéfiants, je voulais quand même rappeler que la ville de Saint-Brieuc a obtenu des financements d'une mission qui s'appelle la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, pour un projet qui vise à construire un projet de politique locale et qui définit vraiment des actions concrètes pour limiter l'attractivité du milieu criminel, mais surtout pour prévenir au plus tôt l'entrée des jeunes dans le trafic de stupéfiants. Et ça aussi, je pense que de ce que j'ai pu voir dans le programme, la place des jeunes et comment préserver les jeunes de ce milieu, de cette délinquance est un enjeu absolument essentiel. Donc ces rendez-vous de la sécurité qui débutent aujourd'hui ne sont pas le commencement des réflexions autour de ces sujets, évidemment. Le travail qui est mené depuis des années en collaboration avec les services de l'État et de la ville existe, et évidemment de la justice. Mais surtout, j'espère que ces rendez-vous permettront à chacun de mieux connaître le territoire dans lequel il évolue. C'est également une occasion pour tous les acteurs de la sécurité de renforcer notre coopération et peut-être une meilleure connaissance aussi de nos métiers. Au regard du programme qui vous attend pendant ces 3 jours très riches, je ne peux que vous féliciter de l'ambition, monsieur le maire, portée par ces rendez-vous de la sécurité. De nombreux sujets seront traités, je ne reviendrai pas évidemment, qu'ils soient de la compétence de la ville, de l'État ou des associations, la mobilité, l'espace public, l'accompagnement de la jeunesse. Je pense que c'est vraiment là où j'ai pu voir quelques retours d'expérience à ce qui s'est passé en ville sur Arcop. On a un vrai sujet sur l'alcoolémie massive de notre jeunesse, qui entraîne malheureusement beaucoup de problèmes derrière, pas que des jeunes, mais pas en l'occurrence de la jeunesse. Les addictions, les trafics de stupes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et bien entendu la vidéoprotection, je crois que ce sera aussi un sujet. Donc, moi, à mon niveau, je souhaite vraiment à chacun de vous des échanges constructifs, francs, nécessaires, et qui permettent de faire un pas de plus vers une meilleure prise en compte de toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. Voilà, je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, monsieur le procureur, madame la directrice, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, effectivement, Arnaud Garnier, directeur départemental de la police nationale. La police nationale sur le département est compétente sur le territoire des communes de Saint-Brieuc, Langueux, Lannion, Ploufragan, Plérin, d'une part, et Lannion d'autre part. Le reste du département étant de la compétence de la gendarmerie nationale. Ce n'est pas une situation qui a toujours été ainsi, puisqu'il y a eu 2 opérations pour le déploiement de police-gendarmerie il y a peu, en 2004 et en 2008. Les commissariats de police de Guingamp et de Dinan ont fermé, et la circonscription de police de Saint-Brieuc s'est agrandie avec des communes que j'ai citées tout à l'heure, Langueux, Trégueux, Ploufragan et Plérin. Donc la police et la gendarmerie font le même métier, mais dans un contexte différent, un contexte plutôt rural pour la gendarmerie, un contexte plutôt urbain pour la police nationale, et nous travaillons main dans la main et en parfaite complémentarité. Voilà pour une petite explication générale sur l'organisation des forces de sécurité sur le département. Je suis donc chargé de vous présenter un état des lieux de la délinquance à Saint-Brieuc. Et plutôt que de vous abreuver de chiffres qui n'ont pas forcément beaucoup de sens quand on est vu de l'extérieur, quand on ne les connaît pas bien, je vais essayer de faire une mise en perspective de la situation à Saint-Brieuc par rapport à ce qui se passe au plan national, mais également de faire une mise en perspective par rapport à l'évolution de la délinquance dans le temps à Saint-Brieuc sur une dizaine d'années. Alors, c'est pas bon. Ok. C'est juste que c'est pas facilement, mais comme il y en a 4, ça va aller. Ça va aller. Donc, par rapport aux autres départements français, le département des Côtes-d'Armor est situé, vous le voyez, au 80e rang quand on compare le nombre de faits constatés par rapport à la population, que ce soit pour les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les infractions économiques et financières, quel que soit le prisme par lequel on regarde les chiffres de la délinquance, le département des Côtes-d'Armor arrive à peu près au 80e rang. Ce sont des chiffres qui sont donnés avec un classement qui est établi par le service
la statistique du ministère de l'Intérieur. Je ne fais pas une comparaison de la ville de Saint-Brieuc, mais par exemple du département des Côtes-d'Armor, parce que lorsqu'on regarde sur des territoires plus restreints, à l'échelle d'une ville, les comparaisons sont beaucoup plus compliquées puisque les situations sont très diverses et là ça devient très hasardeux de faire des classements. En revanche, au niveau départemental, on a un peu plus de recul et on peut faire des classements qui sont un petit peu plus pertinents et c'est pour ça que c'est au niveau départemental que ce classement est réalisé. Donc ça donne une idée de la situation de la délinquance dans le département par rapport à la situation nationale. Et Saint-Brieuc, c'est une ville qui correspond de toute façon, qui s'inscrit parfaitement dans le paysage du département des Côtes-d'Armor. Saint-Brieuc ne dénote pas, c'est évidemment la ville la plus importante du département, c'est un pôle urbain, le principal pôle urbain du département, mais sous cette réserve, sur le plan de la délinquance, c'est absolument pas une ville qui dénote sur le plan de la délinquance. C'est pour cette raison que ce classement, y compris pour parler de Saint-Brieuc, est pertinent. Donc Saint-Brieuc représente 15% de la délinquance du département. 15% c'est un peu plus que la part de la population, mais ça s'explique parfaitement par le fait qu'il s'agit du principal pôle urbain et la délinquance n'est pas la même dans les campagnes où il y a peu d'habitat dispersé ou dans des quartiers avec une densité de population importante. C'est également un pôle urbain qui attire des gens qui n'habitent pas forcément à Saint-Brieuc ou dans l'agglomération de Saint-Brieuc pour y venir travailler, pour venir faire des achats, du commerce, pour les loisirs. Donc il y a beaucoup de passages également à Saint-Brieuc et donc le fait que ce soit 15% de la délinquance illustre plutôt le fait qu'on est vraiment à l'image du département sur le plan de la délinquance. L'évolution dans le temps de la délinquance à Saint-Brieuc. Commençons par les atteintes aux biens. J'aurais préféré vous faire une perspective sur 10 ans. Je suis arrêté à 9 ans, les outils statistiques sont ce qu'ils sont et j'ai préféré m'arrêter sur 9 ans parce que c'est ce que j'avais de fiable. On voit une baisse tendancielle sur une dizaine d'années des atteintes aux biens. Une baisse qui a été accentuée sur une période 2020-2021 par les effets du Covid, du confinement plus exactement, qui ont des effets importants sur la baisse de la délinquance partout en France. Mais si on enlève ce creux lié à cette période du Covid, on voit de toute façon une baisse qui est quasiment linéaire d'année en année sur 10 ans au niveau des atteintes aux biens. Ça représente une baisse importante. 2016 et 2024, c'est 300 faits par an de moins au niveau des atteintes aux biens. Et ça représente une baisse de 17,8%. Donc sur les atteintes aux biens, incontestablement, la situation s'améliore. Pour les atteintes aux personnes, c'est l'inverse. On a une hausse inexorable année après année. Là encore, la période Covid a entraîné un petit creux, moins fort que pour les atteintes aux biens, mais en dehors de ça, on est sur une évolution à la hausse. On remarque qu'en 2024, on est en baisse par rapport à 2023, donc on peut espérer avoir atteint là un plateau, plutôt un plafond, mais sur quelques années, là, la situation s'est dégradée, avec 360 faits de plus qu'en 2016, soit une hausse de 73%. Comment explique-t-on cette hausse des violences? Déjà, pour une très grande partie de cette hausse, on l'explique par les violences conjugales. Les 2 tiers de cette hausse sont constitués de la hausse des violences conjugales. Il y avait 112 faits de violences conjugales en 2016, il y en a 322 en 2024, soit 210 faits de plus. Donc, les 2 tiers de l'augmentation des violences sont liés à cette hausse des violences conjugales. Je ne vais pas rentrer dans les explications très compliquées sur les causes de la hausse des violences conjugales, elles sont
elles sont multiples, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate et c'est ce qui explique en très grande partie la hausse globale des violences. Pour les faits les plus graves, au niveau des violences, les homicides et les tentatives d'homicide, on ne constate aucune évolution sur 10 ans, c'est-à-dire qu'on a un niveau très bas d'homicide et de tentatives d'homicide. À Saint-Brieuc, il y a entre 0 et 3 victimes d'homicide par an. 3, c'était sur un seul fait en l'année 2023, au mois de janvier. Sinon, les autres années, on est entre 0 et 1. Il y a eu une année où il y a eu 2 faits d'homicide. En 2024, il n'y en a pas eu. Pour les faits les plus graves, Saint-Brieuc est largement épargné. Les quelques homicides que nous avons, certaines années, sur ces 10 ans, on est essentiellement sur des homicides commis dans un cadre intrafamilial. Comme en janvier 2023, avec 3 décès. À la marge, de manière anecdotique, on a aussi de temps en temps des faits comme ça commis entre marginaux sous fond d'alcool. Je fais un petit focus maintenant sur 3 typologies de délits qui ont un impact fort sur le ressenti de la population: les cambriolages, les vols à violence. Ces 3 courbes montrent clairement une amélioration de la situation par rapport à une petite dizaine d'années. Donc ces délits sont des délits graves, il y en a encore trop, mais ces chiffres montrent clairement qu'il y a une amélioration sur ces trois items. Les cambriolages, c'était 140 faits en 2016, il y en a moins de 100 en 2024. Les vols avec violence, il y en avait entre 90 et 100 entre 2016 et 2018, il y en a entre 45 et 50 entre 2022 et 2024, soit la moitié. Pour les vols de véhicules, on a fait une légère hausse depuis 2022, on constate que les 3 plus grosses années sont 2016, 2017 et 2018. Donc là encore, on voit que la situation s'améliore. Pour finir, un mot sur la lutte contre les stupéfiants. Donc, il est très difficile de faire un état précis de la situation et il y aura une séquence qui va être prévue à ce sujet samedi. Parce que contrairement aux violences ou au cambriolage, les gens ne déposent pas plainte et ne dénoncent pas les faits. Donc ce qu'on constate en matière de stupéfiants, c'est ce que l'on va chercher. La lutte contre les stupéfiants fait partie de nos priorités. Nous y consacrons beaucoup de moyens et de 2 manières. D'un côté, nous cherchons à harceler les petits revendeurs que nous voyons sur la voie publique et également les consommateurs en utilisant tout l'arsenal qui est possible, donc soit une amende délictuelle forfaitaire pour les simples consommateurs, soit des interpellations et des placements en garde à vue pour les revendeurs pour chercher également à remonter les maillots. Mais l'idée, c'est de rechercher, il y a des policiers qui consacrent une grande partie de leur vacation à ça, de rechercher les petits trafics sur la voie publique pour interpeller et pour harceler les trafiquants. L'autre aspect de la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est l'inverse. C'est un travail de fourmi et de longue haleine fait par des enquêteurs, des enquêtes de plusieurs mois pour identifier et démanteler des réseaux et des trafics de stupéfiants. On attaque les stupéfiants de 2 volets, par des actions immédiates sur la voie publique et par du travail de longue haleine en investigation. Donc là, vous voyez le bilan de l'année 2024. C'est un bilan qui est en forte hausse par rapport aux années précédentes. Alors j'ose croire que c'est plus lié à nos efforts et qui ont été récompensés qu'à une hausse réelle du trafic sur le territoire. Mais ce qu'on peut dire, et je pense que ce sera développé samedi, mais juste un petit mot, c'est que
Les trafics de stupéfiants à Saint-Brieuc, ils existent comme partout. Il y a beaucoup de consommateurs sur le territoire, mais on est plutôt en bout de chaîne, c'est-à-dire que les trafiquants ne viennent pas de l'extérieur à Saint-Brieuc pour s'approvisionner, ou alors vraiment dans la périphérie de Saint-Brieuc, mais c'est l'inverse, les trafiquants de Saint-Brieuc qui vont à Rennes, à Brest, à Nantes, en Normandie, se ravitailler en stupéfiants pour venir alimenter leur trafic ici. Voilà le positionnement de Saint-Brieuc au niveau du trafic de stupéfiants. Donc voilà pour cette présentation, cet état des lieux sur l'état de la délinquance à Saint-Brieuc. Donc une situation qui est favorable par rapport à ce qu'on peut constater ailleurs sur le plan national, et une situation qui s'améliore à l'exception des violences conjugales, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la période Covid. Ça nous paraît loin aujourd'hui, c'est il y a 5 ans, mais on a quand même eu des cohabitations forcées. Et pendant longtemps, avec des situations où ça a dégénéré avec un grand nombre de violences. Mais il y a aussi ce phénomène des violences qui a entraîné ce qu'on a appelé une libération, et puis un changement de pratique. Très sincèrement, je pense qu'on peut dire que collectivement, on s'est amélioré dans le traitement des violences conjugales, et notamment dans le repérage. Moi, j'ai coutume d'expliquer que notre action collective, là aussi, sur le traitement des violences conjugales, elle s'inscrit autour de 3 axes. Le premier axe, c'est mieux repérer. Le deuxième, c'est mieux accompagner. Et le troisième, c'est mieux protéger. Sur le repérage, on ouvre maintenant systématiquement les enquêtes. Dès lors qu'on a une dénonciation de violence conjugale, qu'elle soit faite par la victime elle-même ou par un tiers. Et vous avez vu les campagnes de signalement dire que vous êtes témoin de ça, y compris de façon anonyme, vous pouvez signaler les faits. Vous êtes victime de violence, vous pouvez dénoncer les faits. Il y a des permanences qui ont été menées par les associations dans des endroits où se rendent les personnes qui peuvent être victimes, qui peuvent être témoins de violences conjugales, en donnant des informations sur comment on peut révéler, comment on peut faire. Les services de police et de gendarmerie, auparavant, si une victime venait en disant je suis victime de violence et je ne veux pas déposer plainte, je veux faire une entourante ou un renseignement judiciaire en gendarmerie, n'est pas forcément d'enquête avant, parce que la victime ne voulait pas. Aujourd'hui, systématiquement, on ouvre une enquête. Et ça a quand même beaucoup changé les choses. Il y a une forte professionnalisation des services d'enquête et de l'autorité judiciaire et des formations des enquêteurs, des magistrats, sur tous les phénomènes aussi de violence, qu'elles soient psychologiques, physiques. On travaille beaucoup, évidemment, sur les grandes notions des violences conjugales, l'emprise, le contrôle coercitif, qui sont des nouvelles formes, en tous les cas, des nouveaux concepts qu'on utilise aujourd'hui pour entraîner la condamnation de personnes et qui n'existaient pas avant. Et tout ça, ça contribue évidemment à augmenter le nombre de procédures, qui est lié sans doute à une aggravation aussi de la société qui est peut-être plus violente, et notamment sous les phénomènes d'alcoolisation. On a aussi un certain nombre de gens qui ont des fragilités psychologiques, voire psychiatriques, et qui sont dans l'incapacité de gérer un certain nombre de choses, de frustration, de colère, de jalousie, qui entraînent des passages à l'acte de violence. Mais il y a aussi cette libération de la parole qui a entraîné une grande augmentation de la révélation des faits, et nous, une politique d'enquête systématique qui entraîne derrière des gardes à vue, des déferments. Et véritablement, c'est quelque chose qui aujourd'hui pèse vraiment beaucoup sur les policiers et les gendarmes, à la fois en temps d'activité, en temps d'enquête. C'est des enquêtes qui sont beaucoup plus longues, évidemment, que les conduites sur l'ordre alcoolique pour un service d'enquête. Et c'est aussi une charge mentale pour les services d'enquête. Peut-être que monsieur le directeur pourra en dire quelque chose. Mais quand vous intervenez de nuit sur un conflit familial, où les gens vous disent c'est réglé, c'est fini, le policier ou le gendarme doit décider. Est-ce que je passe en garde à vue? Est-ce que je laisse les gens ensemble? Et ça, c'est une charge qui pèse évidemment sur nous tous. Nous, autorités judiciaires, quand on a connaissance de violences conjugales, à chaque fois qu'on prend une décision, notre rôle, c'est de savoir est-ce qu'il y a un risque, est-ce que les gens restent ensemble ou pas. Et derrière, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. On doit apprécier à partir d'éléments objectifs, parfois de ressenti d'enquêteur aussi. Et après, bon, ça c'est notre axe, notamment mieux protéger cette capacité qu'on a à éloigner les auteurs des victimes. La loi nous offre de plus en plus de leviers. On peut même expulser aujourd'hui un auteur de violence conjugale de son logement tout en lui imposant de continuer à payer le loyer de manière à ce que la victime qui n'a pas de ressources, par exemple, ne soit pas sous cette dépendance économique et ne peuvent pas rester avec la personne. On a des outils. Mais à chaque fois, à chaque situation, on doit se demander est-ce qu'il y a un risque que ça avance, est-ce qu'il y a un risque que ça aille plus loin ou pas.
sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tous les cas, voilà, la stratégie qu'on a sur ça, et j'ai rien à dire de plus, si ce n'est peut-être une ou deux illustrations pour expliquer ça. C'est vraiment ce qu'a dit M. le procureur, on ne laisse plus rien passer. Avant, il arrivait qu'on soit appelé au milieu de la ligne pour une dispute conjugale, et ça se terminait par une mention de main courante parce que le foyer était réglé sur place. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça ne se termine plus par une mention de main courante. Y compris lorsque personne ne veut nous parler, on creuse et on ouvre une enquête. Donc statistiquement, ça compte. Avant, j'avais jamais vu des gens nous appeler pour nous dire j'ai vu un homme frapper sur la femme qui l'accompagne dans la rue, je les ai croisés, et à tel endroit, j'ai assisté à des violences. Ça m'arrivait pas avant. Aujourd'hui, ça arrive de temps en temps. Dernière illustration pour que vous compreniez bien, sur mon précédent poste, une année, nous avons réalisé 13 procédures concernant la même femme. 3 hommes sont partis en prison et elle a fini elle-même par partir en prison. On était dans un milieu social très défavorisé, avec énormément d'addictions, essentiellement à l'alcool. Voilà, on commençait la soirée, on buvait, on finissait par se taper dessus. 13 procédures, 13 faits pour la même personne. On n'a pas lâché, la justice n'a pas lâché. 3 hommes en prison, une femme en prison. Voilà. La même situation 10 ans auparavant, on aurait eu que de la honte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Non? Moi, je peux poser une question. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être lié à MeToo, le fait que justement il y a plus de gens qui s'autorisent à appeler, que ce soit les victimes ou les témoins? Est-ce que vous avez vu une évolution à partir de 2018-2019 où il n'y a vraiment pas d'explication? Et la question qui va avec, c'est est-ce que ce serait plus juste finalement de dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'augmentation des faits, mais une augmentation des faits déclarés? MeToo concernait moins les violences conjugales que les violences sexuelles, du coup, c'est un peu difficile de faire. Le Grenelle des violences a quand même été un révélateur et un choc à la fois. Ça a été très médiatisé et très relayé, et avec un discours de la société qui est de dire les violences faites aux femmes, ça suffit. Véritablement, et tout le monde est concerné. Et quand je parle des dispositifs de repérage, je n'ai pas parlé de tout ce qui est code qu'on peut faire ou gestes qu'on peut faire dans une pharmacie, dans des choses comme ça, qui sont aussi très relayées. Et après, c'est difficile de savoir si ces situations existaient avant ou pas. C'est sûr qu'on a une meilleure perception, et notre objectif qu'on n'atteindra jamais, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 situation qui passe sous les radars. Parce que derrière chaque situation de violence, on peut avoir une dégradation, et jusqu'au féminicide. Et on reste sur des niveaux élevés en France de féminicide, mais avec tout ce qui est mis en œuvre. Et on a beaucoup de choses. On a de plus en plus de téléphones pour prolonger les victimes, des dispositifs comme le bracelet anti-rapprochement qui nous permettent de nous assurer que l'auteur ne va pas se rapprocher de la victime. Donc notre objectif c'est 0, mais on sait très bien que 0 situation inconnue, mais on sait très bien que c'est très difficile à avoir. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des dossiers dans lesquels on a du mal à établir aussi la preuve des violences. On est typiquement sur quelque chose qui se passe dans l'intimité, et sauf quand ça se passe sur la voie publique, comme le disait M. le directeur, ça se passe dans un foyer sans témoin. Donc on va travailler sur les constatations de médecine légale, on va travailler sur des recueils de témoignages, on va chercher parfois les anciennes compagnes aussi, pour savoir si c'est un comportement qui s'était déjà produit. On peut trouver des similitudes. Donc quand vous avez 2-3 compagnes successives qui avaient raconté le même comportement de violence psychique, de violence physique, de harcèlement, d'un seul coup, ça nous permet de détailler aussi des preuves, sur le témoignage aussi évidemment, des enquêtes de voisinage et autres. Et c'est là où c'est important que tout le monde se sente concerné, qu'on a de plus en plus de gens qui disent oui, j'entends des cris, oui, je constate des choses, j'ai déjà vu des remarques, et ça nous permet, nous, derrière, d'établir avec la qualité de la personne. C'est moi qui passe le micro. Une partie de votre question, c'était de savoir s'il y avait davantage de faits déclarés ou davantage de faits.
À mon avis, les deux, quand on voit l'ampleur de l'augmentation, il y a, comme ça a été très bien expliqué, davantage de faits signalés, connus, pris en compte, mais il y a aussi une hausse des violences intrafamiliales. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est que une bonne partie des auteurs sont des jeunes couples qui sont ensemble depuis peu. Donc, voilà, on a la jeunesse. Et juste pour conclure, j'ai indiqué aux services de police et de gendarmerie tout ce qui a été mis en place sur la lutte contre la violence conjugale. On va devoir aujourd'hui mettre en place et accélérer encore son mise en œuvre sur la lutte contre la violence faite aux mineurs, qui est aussi un vrai sujet, et qui derrière fait un peu le bombe à retardement sur les années à venir aussi, sur les violences commises sur les mineurs qui eux-mêmes derrière deviennent concubins, pères, parents, où on a un vrai travail à faire d'investigation et de protection là aussi.